Madame Burly, merci pour votre accueil. L'ASP Comminges, merci Madame. Euh, j'ai aussi une pensée pour Madame mon homonyme, hein, Madame Pradine, qui m'accueillait toujours avec beaucoup de sympathie. Je ressens une certaine émotion, je dois dire, à évoquer sa mémoire. Voilà, donc nous allons passer dans le vif du sujet et nous dire comment ça se passe à la fin de la vie, disons dans l'expérience que j'ai, qui est une expérience, vous l'avez dit, d'anesthésiste réanimateur au départ, mais ça ressemble très peu par contre, la fin de la vie, à ce qu'elle est en gériatrie. Donc là aussi, fin de vie, c'est un grand fourre-tout qui ne veut rien dire, si vous me le concédez. On ne peut pas comparer la fin de la vie d'un enfant de 3 ans qui se fait renverser par une voiture avec une personne de 90 ans qui a une maladie d'Alzheimer depuis 15 ans et qui finit sa vie au fond d'un lit ou à domicile ou souvent en établissement. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je vais évidemment me centrer ce soir sur la fin de la vie des personnes âgées, c'est-à-dire ce que je connais le moins mal. Alors, j'ai pour coutume aussi de dire, si vous m'interrogez sur la mort, je ne suis pas capable de vous répondre, pas plus que les philosophes ou les religieux. Mais si vous m'interrogez sur la fin de la vie, par contre, j'ai été le témoin, en effet, de à peu près 1100 personnes en 18 ans et demi qui sont décédées dans le service dont je m'occupais, dont j'étais le seul médecin. Alors, grossièrement, comment les choses se passent-elles? Comment peut-on les expliquer? Vous allez voir que j'ai beaucoup d'ambition hein, en voulant vous exposer ça. Mais en gros, si vous regardez la courbe qui est ici, c'est l'âge. Si vous avez 20 ans ici, 120 ans ici, vous aurez une baisse inévitable de vos fonctions. Tout le monde le sait. Même le marathonien qui a 100 ans ne courra jamais aussi vite que celui qui a 20 ans, nous le savons. C'est donc une première altération dont on pense actuellement qu'elle ne peut pas nous faire mourir. Ça, c'est une notion nouvelle. Quand j'étais jeune médecin, on pouvait sortir de la chambre d'un patient de 80 ans qui venait de mourir en disant oh, vous savez, c'est l'âge. Vous imaginez qu'on dise ça maintenant, qu'à 80 ans, c'était l'âge? Ça ne marchera pas. On vous dira, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Bien parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on mettait sur la vieillesse, c'était des choses qui étaient des maladies aussi. Donc si la vieillesse n'est pas une maladie, vous savez, un débat actuel, elle s'accompagne de maladies, très souvent, et d'un nombre important de maladies. On chiffre, par exemple, ordre d'idée, un soin de longue durée, bon, qui sont quand même évidemment une clientèle particulière, mais c'est des nombres, pour vous donner des ordres d'idée, 8, 10 pathologies connues, qu'on connaît, hein, parce qu'il y a aussi celles peut-être qu'on n'a pas reconnues ou qu'on n'a plus cherché à partir du moment où la personne est dans une situation véritablement qui n'indique plus de rechercher à toute force les pathologies. Rien à voir donc avec la personne adulte qui, même pour décéder, si j'ose dire, souvent va mourir d'une maladie, par exemple un cancer, hein, par exemple une maladie cardiovasculaire. Et puis sur l'âge, eh bien, surviennent des maladies, alors des maladies chroniques. Alors pourquoi on dit chroniques? C'est parce qu'elles durent. Si elles durent, c'est qu'on ne peut pas les guérir. On peut les soigner, mais on ne peut pas les guérir. Maladie d'Alzheimer, diabète, maladie de Parkinson, et pathologies cardiovasculaires, hein. Cancer, qui sont de plus en plus des maladies chroniques, avec les progrès de la médecine. Sur ce 2 qui est maladie chronique, va survenir un événement intercurrent, c'est-à-dire ce qu'on appelle un facteur précipitant ou un facteur de décompensation. Par exemple, une infection chez une personne qui a une maladie d'Alzheimer évoluée, une chute, une embolie pulmonaire, un facteur de dénutrition important qui apparaît. Et ce facteur précipitant ou de décompensation va venir souvent mettre un point final à la vie de la personne. Pas tellement l'âge en soi et la maladie chronique en soi, encore que, ils y contribuent, on le voit bien dans ce schéma,
Mais surtout, c'est ce facteur précipitant sur ce terrain déjà fragilisé qui va entraîner la fin de la vie. Alors, on a pu dire aussi que c'était plusieurs maladies. Alors, on a parlé en médecine de réanimation, de défaillance multi-organes. On parle anglais maintenant. Puis on a parlé de syndrome de glissement à un moment. Alors, on n'en parle plus beaucoup. On parle surtout de fin de vie maintenant. J'aime pas beaucoup ni le syndrome de glissement, ni la fin de la vie. Pourquoi? Ou la fin de vie. Parce que dire, qu'est-ce qu'il a ce malade? Oh, c'est un syndrome de glissement, c'est une fin de vie, ça ne veut rien dire pour moi. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Par exemple, les psychiatres vont vous dire, syndrome de glissement, c'est des problèmes de dépression mélancolique souvent. Par contre, le cardiologue pourra vous dire, ben, c'est l'aboutissement d'une insuffisance cardiaque. L'oncologue, le cancérologue vous dira, ben, c'est la fin de la vie d'une pathologie tumorale. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est cette histoire, donc je m'en méfie. En tout cas, je ne cesse pas d'attirer l'attention sur le danger de mettre un fourre-tout comme ça, qui ne veut pas dire grand-chose, sinon que la personne est en train de mourir. Alors, vous avez aussi ces personnes qui arrivent, on pourrait dire, au bout du rouleau et qui vont, à un moment donné, lâcher prise. Ça, c'est un mot très à la mode dans les soins palliatifs, puisque vous êtes une association de soins palliatifs. C'est le lâcher-prise, qu'on recherche aussi d'une certaine manière en soins palliatifs, dans la mesure où il traduit une sorte de résignation, d'acceptation, hein, ce dernier stade de Kübler-Ross, et qui permet que les choses peut-être se passent mieux ou moins mal. Parfois, on peut même s'interroger, se demander si ce n'est pas purement un suicide, hein, un comportement suicidaire dans lequel vont des gens qui, à partir d'un certain moment, sans le dire, sans avoir à se justifier à cet âge-là, vont estimer que l'avantage à vivre est moindre que celui de partir. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a ce que pense l'entourage et il y a ce que pense la personne. Mais la plupart du temps, moi, ce que j'ai vécu, ce sont des gens qui vont avoir cette attitude-là, avec un refus alimentaire, un refus de boisson, par exemple, mais sans se justifier. D'abord parce qu'ils sont très fatigués. Deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas à se justifier pour ce qui est de quelque chose de très personnel, de très intime, qui est la fin de la vie. Et ensuite, parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir leur entourage en disant « je viens de décider de m'arrêter ». Dans ma clientèle, dans ma patientèle, c'était non dit dans l'immense majorité des cas. On peut dire la quasi-totalité des cas. Alors, on a pu aussi utiliser des images comme celle du château de cartes, dès lors qu'il y a de multiples fragilités, et une carte est tirée, et cette carte va occasionner, bien entendu, la chute de l'ensemble du château. On a pu utiliser aussi les termes de cascade. C'est un peu compliqué. Ce sont des modélisations, en quelque sorte, une chose en entraînant une autre qui entraîne une autre. Exemple, une phlébite qui entraîne une embolie pulmonaire, etc., etc. Alors, si on reprend un petit peu les raisons pour lesquelles la mort survient, eh bien, on voit qu'avant l'âge de 84 ans, voyez, ce sont assez peu des maladies de l'appareil cardiovasculaire, pour prendre les grandes maladies, c'est beaucoup des cancers. Par contre, après cet âge-là, de 84, donc 85 ans, eh bien, on va déceler davantage de maladies cardiovasculaires. Vous aurez ces chiffres en détail, hein, à partir du moment où on pourra diffuser aussi les diapos. Mais par contre, on meurt moins relativement de maladies cardiovasculaires, hein, et plus de cancers. Voilà. On meurt davantage de maladies cardiovasculaires, on se comprend bien, et moins de cancers à partir d'un certain âge. On voit aussi qu'il y a une montée progressive des maladies respiratoires, hein, avec l'âge. Et nous savons aussi qu'en hiver, bien sûr, vous le savez, les maladies respiratoires et les chutes emportent assez facilement les personnes au grand âge. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Lenné qui, en 2003, a fait une publication
intéressante en reprenant ce qui s'était passé depuis un an, suivant les pathologies. Et il a pu ainsi modéliser quelque chose qui aide quand même. Hein. Alors, il vaut mieux que ça soit après le décès, regarder un an en arrière, que de se dire un an avant, on en a pour un an. Parce que je peux vous dire que plus on fait de la médecine, plus on soigne les gens, et moins le pronostic vital est facile à fixer. Je vous mets au défi, vraiment, par exemple, sur quelqu'un qui a une pathologie Alzheimer et que vous ne négligez pas sur un problème intercurrent type infection, par exemple, de fixer son pronostic vital exactement. En tout cas, moi, je ne suis pas capable. Le tiercé gagnant, je n'ai pas su faire. Avec ma clientèle, qui était majoritairement pas cancéreuse et qui était plutôt des polypathologies ou des démences, hein, c'est-à-dire démence dans le sens médical du terme, hein, c'est-à-dire perte des fonctions intellectuelles. Alors, revoyons ici, mort subite, vous ne serez pas étonné de voir qu'un an avant, ça va aussi bien que juste avant de mourir, ou presque, en termes de fonction, hein, puisque vous avez ici à ordonner la fonction et ici le temps sur 12 mois. Si vous prenez les cancers, par contre, là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça va bien jusqu'au moment où ça va mal. C'est-à-dire ça va aller à peu près bien en étant fragilisé, et puis les choses, à partir du moment où elles déclinent sur le plan de la fonction, ça va être affaire de semaines ou de mois, de plusieurs mois, j'entends, hein. Je n'ai pas dit d'un mois, de semaines ou de mois au pluriel. Voilà. Si vous prenez maintenant l'insuffisance d'organes, c'est-à-dire essentiellement l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance respiratoire, hein, l'insuffisance rénale, je ne connais pas bien. À ce moment, enfin, je ne la connais pas bien sous l'angle curatif en tout cas, mais là, il va y avoir des poussées d'insuffisance respiratoire, poussées d'insuffisance cardiaque, jusqu'à ce qu'il y ait une poussée terminale. Sachant qu'à chaque fois, on se demande si ce n'est pas la dernière. Et puis, vous avez une dernière façon de finir la vie, parmi les fréquentes, hein, j'entends, c'est celle que j'ai connue le plus. C'est quoi ça? Ce sont des gens qui ont plusieurs maladies, qui sont âgés ou très âgés, clientèle d'EHPAD qui rentre à 86 ans et demi, comme vous le savez, et qui meurt en moyenne à 89 ans, avec une durée de séjour en EHPAD de l'ordre de 2 ans et demi. Bien. Et ces personnes-là vont descendre doucement avec des ondulations, des moments où ça va un peu plus mal, mais généralement pas aussi mal que sur une poussée d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. Mais on se dit, là, hop là, il va passer ou il ne va pas passer. Et puis, hop, après, la situation peut s'améliorer ou se stabiliser et descendre. Et alors, vous voyez, il y a un autre hôtel qui s'appelle, non pas hôtel, mais un autre auteur qui s'appelle Murray, qui en 2005, peu de temps après, fait une autre publication, alors en faisant démarrer la relation entre fonction et temps au début de la pathologie. Et on voit que ça se ressemble. Hein. Si on prend les cancers, voyez, vous avez ici une baisse qui se fait en quelques semaines, quelques mois, jusqu'au décès. Si vous prenez la pathologie d'organes dont je vous parlais, insuffisance d'organes vitaux, hein, style respiratoire, cardiovasculaire, ce sont des poussées. Et si vous prenez enfin la fragilité, en fait, ça va au-delà de la fragilité. Là, hein. Ce sont des gens qui généralement sont très dépendants. La preuve, c'est qu'ils partent de très bas un an au début de la pathologie déjà, quand on commence à relever, vous voyez, que ça soit ici un an avant ou que ça soit là au début de la maladie, ils sont déjà altérés, eux. Et ils vont descendre d'une manière un petit peu ondulante, comme je vous ai dit, pour aboutir au décès, et pas du tout par ces poussées sur quelqu'un qui était mieux qu'eux au début, si vous voulez, ou a fortiori ici, dans les cancers, mais qui vont descendre doucement la pente, si je peux dire. Alors, nous pourrons discuter s'il y a des aspects que vous ne saisissez pas bien. Hein. Alors, des lois relatives à la fin de vie, il y en a beaucoup, et surtout depuis 1999, qui a été vraiment le départ en instituant la nécessité des soins palliatifs. Alors, je rappelle que soins palliatifs, hein, ce sont des soins qui, si vous voulez, qui se démarquent de deux autres soins, on en parlera tout à l'heure, qui s'appellent les soins curatifs et les soins de substitution. Mais on verra, hein, nous verrons ce dont il s'agit. Alors, dans ce contexte, eh bien, surviennent
une nécessité de plus en plus grande qui est celle de tenir compte de la volonté de l'individu. C'est ainsi que quand j'ai commencé ma carrière, il allait de soi que nous, les médecins, le corps médical, nous avions la solution pour la personne. Et vous savez qu'à ce moment-là, il y a maintenant 50 ans, on ne disait pas forcément les diagnostics de cancer, je dirais même qu'on ne les disait pas ou rarement. Hein, voilà. Alors que maintenant, les choses ont énormément changé et il appartient à l'individu de se déterminer. Enfin, dans la mesure de sa volonté. Là, on pourrait parler longtemps. Hein. On ne va pas non plus imposer un diagnostic. Vous savez que ça n'est pas correct. Hein. Mais on respecte l'autonomie de l'individu. C'est quoi ça, l'autonomie? De plus en plus de l'autonomie de l'individu. On voit que c'est même un débat très actuel avec l'autonomie dans la famille. Hein. On s'intéresse maintenant aux violences intrafamiliales, par exemple. Hein. Je ne dis pas qu'on ne s'y intéressait pas autrefois, mais enfin, beaucoup moins que maintenant. Pourquoi? Parce que l'individu, c'est très important, qu'il faut le respecter. Si on a vu monter aussi des mouvements historiques contre la torture, Amnesty International, ACAT, etc., ce n'est pas un hasard. Parce qu'on traite les choses en termes de l'individu. Et autonomie, ça veut dire auto, soi-même, en grec, et nomos, la règle. Ça ne veut pas dire que la règle en grec, mais ça veut dire la règle. C'est-à-dire se déterminer selon ses propres lois. D'accord. Y compris, et là on va encore plus loin, y compris quand je ne suis plus capable d'exprimer ma volonté. Parce que déjà, quand j'étais capable d'exprimer ma volonté, ce n'était pas sûr que c'était vraiment l'élément déterminant de la conduite à tenir. Maintenant, c'est acquis. Essentiellement depuis 2002, hein, mais c'est acquis, avec la loi Kouchner. La chose est claire, en théorie, parce que, bon, il faudrait voir exactement sur le terrain, vous savez qu'il y a une distance entre la loi et entre le droit écrit et le droit usuel. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Donc, on va jusqu'à se dire, mais même si je ne peux pas m'exprimer, j'ai quand même mon mot à dire. Ça a commencé exactement en 2002, et ça s'est amplifié avec 2005, la loi Leonetti, et la dernière en date, c'est celle qui associe Leonetti et Claes, hein, donc la loi du 2 février 2016. Alors, c'est par rapport à qui cette expression de volonté? C'est par rapport aux médecins et aux soignants, évidemment, puisque c'est eux qui vont prendre la décision. Mais c'est aussi par rapport à la famille et aux proches. La famille ne décide pas. Et si vous donnez le pouvoir aux malades, vous en retirez aux médecins et à la famille. Ça, il faut bien comprendre cet aspect qui, alors là, quand on parle de droit écrit et de droit usuel, laissez-moi vous dire qu'il faudra y regarder de plus près à une famille qui va vouloir telle ou telle chose pour son parent qui a 90 ans et qui n'est plus en mesure de s'exprimer. Puisque vous pouvez ne pas être en mesure de vous exprimer, on va le voir pour deux grandes raisons. Soit parce que vous avez un trouble de la conscience, au plus ce sont les comas, soit parce que vous avez un trouble de la lucidité, et ce sont les démences évoluées, j'entends, hein, c'est-à-dire les maladies d'Alzheimer, par exemple. Alzheimer, c'est 70-80% des démences de la personne âgée évoluées, parce que dans un premier temps, la personne peut évidemment s'exprimer. Alors, c'est aussi par rapport au tuteur que nous verrons malgré tout qu'il y a un préalable si vous êtes intéressé par ça, par cet aspect. Et puis, ce sont aussi les établissements hein, qui sont bien sûr concernés par la volonté de la personne. Hein, puisque je ne vais pas vous revenir sur la Covid. Vous savez que les établissements ont pris le pouvoir sous l'injonction du pouvoir politique sur les personnes âgées en souhaitant les protéger. Vous savez qu'il y a un débat très vif actuellement autour de est-ce qu'on n'est pas allé trop loin en empêchant les familles de venir à la toute fin de la vie. Bon, vous le savez. Alors, il y a une continuité de la loi, on va passer très vite, hein, sur soulager les souffrances de toute façon, ça oui, elle le dit, hein, cette loi, et
elle est aussi très branchée sur la dimension d'obstination déraisonnable, ce qu'on appelle couramment l'acharnement thérapeutique. Alors ça, c'est très intéressant parce que notre époque est très sensible à l'acharnement thérapeutique. Et j'aurai la faiblesse de vous dire, ben, je vais quand même me mouiller moi aussi, hein, pas seulement réciter la loi, je vais vous dire, mon souci actuellement, il est d'abord à l'abandon thérapeutique, c'est-à-dire à l'accès aux soins. Bon. Merci. J'ai au moins une personne qui m'applaudit. Vous pouvez tous m'applaudir après si vous le souhaitez. Voilà. Donc, on est en mesure, en refusant l'obstination dite déraisonnable, autant vous dire que ce n'est pas simple. Les médecins l'ont vécu comme « Attendez, vous venez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. » Bon, alors, monsieur le législateur là, qui avait écrit ce joli texte, à 2 heures du matin, quand il faudra décider, là, vous serez là avec moi. Parce que je vous préviens, la décision, elle n'est pas toujours facile. Hein. Donc, ça a été vécu plus ou moins, voilà, bien par le corps médical. Alors, une autre notion qui est reprise de la loi Leonetti et qui est reprise par la loi Leonetti-Claes, c'est celle du double effet. Alors là, ça nous vient d'Angleterre, ça s'appelle double effect. Alors, vous voyez, bon, voilà, double effet. Alors, je vais vous dire ce que c'est très simple. C'est que vous êtes en face de quelqu'un qui a une souffrance jugée réfractaire, il faudrait discuter de tous ces termes, bien entendu, en tout cas que vous ne pouvez pas soulager. Et là, devant quelqu'un qui est en phase avancée ou terminale, eh bien, vous allez utiliser des techniques, essentiellement des médicaments, qui sont susceptibles d'abréger la vie des personnes. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore entendu, c'est que pour ma part, je pense qu'avec ces médicaments, nous prolongeons la vie la plupart du temps. Contrairement à ce qui est sous-entendu, c'est-à-dire, surtout, n'en faites pas trop, là, bon, voilà, un peu que ça évite sans souffrance, etc. Mais quand vous faites des médicaments contre la douleur ou contre l'essoufflement, par exemple, pour prendre les 2 grandes avenues, ou contre l'angoisse, hein, prendre les 3 grandes avenues de la fin de la vie, quand vous faites des médicaments comme ça, vous protégez la personne, vous la protégez de l'agression, d'une agonie qui serait insupportable pour elle et pour son entourage, mais souvent, vous allez faire qu'elle vit un peu plus longtemps. Alors, un peu plus longtemps, hein, parce qu'évidemment, si vous y prenez très, très tôt, forcément, mais si vous y prenez, comme c'est généralement le cas, au bon moment, c'est-à-dire assez tard, ça ne change pas fondamentalement. Mais contrairement à ce qui est toujours répété, ça va abréger, non. Souvent, ce n'est pas vrai, la morphine n'abrégera pas la fin de la vie. Elle empêchera que cette fin de vie ne soit trop pénible au risque de la prolonger un peu. Voilà. Il me semble que la vérité est plutôt là. Alors, par contre, si vous prenez le bâton, si vous prenez 200 mg de morphine, c'est-à-dire grossièrement, je ne sais pas moi, 5 fois plus de ce qu'il faut faire au départ, oui, bien sûr, là, je vous le concède. Il y a moyen, bien sûr. Alors, je vous ai dit, en état d'exprimer sa volonté, c'est la vie du malade lui-même. Je vous ai dit que ce sont des situations comme les comas, les états confusionnels, on pourrait en reparler, les états végétatifs, n'en parlons pas, hein, des gens qui ont des cerveaux très détériorés, ou des gens qui ont une sédation, c'est-à-dire des médicaments qui vous endorment. Bon, on comprendra que cette personne ne peut pas vraiment exprimer sa volonté. Et puis, je vous le disais, là, on le répète un peu, hein, c'est les troubles cognitifs sévères, c'est-à-dire des gens qui sont conscients, tout à fait conscients, mais qui ne sont pas lucides. Hein, du latin, lux, qui veut dire la lumière. Donc, ils ne comprennent pas, ils sont agnosiques, etc., tout ce que vous savez. Amnésiques aussi. Je vous rappelle que autant c'est... Parce que ça nous est reproché aussi de ne pas donner les diagnostics aux gens qui ont une maladie d'Alzheimer. Généralement, c'est une maladie d'Alzheimer évoluée. Vous donnez le diagnostic à une personne qui a un cancer, il ne va pas l'oublier, sauf s'il a un cancer peut-être encéphalique. Hein. Mais par contre, vous donnez le diagnostic à quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, moi, je l'ai plus fait au bout d'un moment, et ça a été terminé, parce que quand je vois quelqu'un qui pleure et puis le lendemain, il vous redemande, il ne sait plus que... Oh, ben non, attendez, là, vous n'avez pas recommencé quand même. Voilà. Il faut bien qu'on se défende, nous, les docteurs. Alors,
Pourtant, vous ne m'avez pas attaqué. Alors, les troubles de la communication verbale et écrite, on pourrait en parler, des troubles sensoriels sévères combinés, par exemple des gens qui sont sourds et aveugles, ça existe, je m'excuse, voilà. Alors, comment on fait pour recueillir l'avis, finalement, de quelqu'un qui ne pourrait plus s'exprimer? Bon courage, hein. Donc, déjà, vous voyez, si vous créez un intermédiaire, attention. Hein? Mais bon, admettons que c'est mieux que rien. Alors, la personne de confiance, c'est une personne. Alors, on va voir que les directives anticipées, ce n'est pas une personne. C'est un écrit. La personne de confiance qui est désignée par écrit, malgré tout, c'est quelqu'un qui témoigne. Alors là aussi, malentendu, vous avez des gens qui pensent qu'ils vont représenter la personne. Non, ils ne représentent rien du tout de la personne. Il témoigne de ce que la personne avait dit par rapport à sa maladie, par exemple, ou ce qu'elle lui a confié de ses volontés pour la fin de la vie. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que vous imaginez que la personne de confiance, du fait que les situations en plus sont très variées, peut très bien se prononcer à un moment donné sur une situation que la personne concernée ne lui a jamais confiée parce qu'elle ne l'avait jamais envisagée tant il y a de situations différentes. Donc c'est bien et il ne faut pas non plus rêver trop avec ça. Hein, voyez, bon. En plus, la personne de confiance a envie de donner son opinion sur la situation, pas forcément celle du patient, ou prêter au patient, comme je vous l'ai dit, des volontés qui ne sont pas évidentes. Autre chose? C'est une mauvaise personne de confiance. Je ne sais pas si elle est mauvaise. Non, ça peut partir d'une bonne intention. Je crois que ça peut. Moi, j'ai vu des gens, enfin, on verra que c'est rare qu'il y ait des personnes de confiance vraiment désignées. Mais vous avez les familles, ça part de bons sentiments. Mais ils n'ont jamais vérifié que la personne, c'est ce qu'elle aurait voulu. Et alors, ceux qui vous disent, ah ben maman a toujours dit que, bon, déjà, il y a une nuance. Mais maman, la plupart du temps, elle n'a rien dit du tout. Hein. Alors, il y en a des mamans qui ont dit que, mais il y a la grande majorité pour moi de ce qui m'est revenu, c'est maman, elle n'a rien dit. Voilà. Mais bon, ben, c'est ça, la théorie et la pratique. Hein. Alors, ça peut être un parent, c'est une personne unique. Autre chose, vous avez 2 filles. Alors, vous en désignez une. Ah oui, mais attends, mais moi, tu m'as laissé sur le bord du chemin. Et du coup, vous avez l'autre fille qui vient vous dire, ah non, mais attendez, mais moi, je suis personne de confiance, moi aussi. Non, ce n'est pas la loi. Hein. Bon, on peut glisser là aussi, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de dire, clac, il y a la loi comme ça. On peut aussi avoir des attitudes différentes. Et c'est là que vous allez tomber sur des équipes médicales qui n'auront pas forcément la même attitude. Un, parce qu'ils ne connaissent pas forcément toujours la loi, qu'il faut vraiment s'y intéresser, la lire et la relire, ça je peux vous le dire, pour être concerné personnellement. Mais en plus, parce que, ben, voilà, vous êtes devant des situations, à partir du moment où la désignation n'est pas vraiment officielle, et même si elle l'est, est-ce qu'on peut ne s'adresser qu'à la personne de confiance, par exemple? Attention, la loi n'a jamais dit ça. La personne de confiance va témoigner, oui, c'est elle qui témoigne par rapport aux autres, mais elle n'a jamais dit que la personne de confiance est la seule à devoir être informée de la situation. Autant dire que quand vous avez 11 personnes dans la famille qui ne sont pas d'accord entre elles, vous devez informer en principe tout le monde, chacun à son niveau. Vous imaginez comment c'est facile ça, hein? Chacun à son niveau. Par contre, lorsque vous allez prendre certaines décisions, vous devez impérativement interroger la personne de confiance et vérifier qu'il y en a une aussi. Vous voyez la nuance, hein? Bon. Mais il y a des dérives comme ça. C'est tellement plus facile d'avoir une tête qui diffuse l'info. Parce que, écoutez, ça suffit, quoi. Hein. Moi, je ne vais pas passer, moi, l'infirmière, 1 heure, vous comprenez, j'ai des malades, bon, on n'est pas nombreuses et tout ça. Je ne vais pas vous expliquer, le médecin, n'en parlons pas, si on le voit, celui-là, c'est un comique là, qui disait les omnipraticiens, ben, on les voit pas trop. Hein. Bon.
Mais alors vous nous dites que la loi n'est pas respectée. Mais si tu veux, c'est toujours pareil, si vous voulez. Il y a d'un côté une loi qu'il faut connaître, hein, et puis il y a d'un côté toute une inertie. Et on va en parler, si vous voulez, vers la fin. C'est-à-dire, vous avez toute une culture qui arrive plein pot derrière, qui fait, par exemple, que vous avez une forte culture en termes de transmission des biens, c'est l'héritage, mais vous n'avez pas la culture, après simplement 15 ans de loi Leonetti, vous n'avez pas la culture de l'expression sur ce qui va se passer à la fin de ma vie. Combien d'entre nous ont rédigé des directives anticipées et des gens que vous connaissez, combien ont désigné une personne de confiance? Voilà. Mais j'entends bien ce que vous dites. Hein. Donc, la loi, quelque part, elle entérine une évolution de la société, mais elle peut aussi la précéder quelque part. Et en plus, elle est remise en question actuellement sur des points très précis. Hein. Vous le savez, le débat extrêmement vif qui a amené à l'Assemblée nationale une très grosse majorité de députés à vouloir que la loi, soi-disant, évolue plus, enfin c'est du moins ce qui est avancé, dans le sens d'autoriser le suicide assisté et l'euthanasie dans certaines conditions. Alors, les directives anticipées, c'est un écrit, donc pour le moment où on va… Alors là aussi, c'est un écrit. Bon, on a dit la personne de confiance, on l'a désignée par écrit, et les directives anticipées, c'est un écrit. Pour répondre à votre question, d'ailleurs que vous aviez posée, à savoir qu'il y a un formulaire qui prévoit une situation dans laquelle vous êtes en bonne santé et une situation dans laquelle vous avez une maladie qui menace votre vie. Pas dit dans ces termes-là, mais c'est ça. Donc, je vous donnerai bien sûr les références des formulaires, puisque vous aviez du mal à les trouver. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que vous me dites, mais la loi n'est pas appliquée, mais encore faudrait-il savoir où c'est. Bon, étant entendu qu'en principe, ça peut se faire sur papier libre, pourvu qu'on décrive malgré tout son nom, son prénom, son date de naissance, etc. Tous les éléments qui permettent de vous identifier. Et puis aussi, il faut que ce papier, il parvienne aux médecins qui vont vous soigner. Ce n'est pas si évident que ça. Pour bien faire, il faut la donner à la personne de confiance, et il faudrait la donner à son médecin traitant, il faudrait l'avoir peut-être sur soi, hein, quand vraiment, on ne sait jamais. Hein, bon. Alors, pardon, madame? C'est vous qui l'a désigné avec son accord. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui pouvez désigner, vous majeur, hein, qui pouvez désigner la personne de confiance qui doit signer le papier. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, enfin, vous pouvez toujours le faire, mais ça ne sera pas valable si vous me désignez que je ne vous ai pas dit je suis d'accord. Non. Alors, par contre, vous pouvez désigner n'importe qui. C'est-à-dire, vous imaginez ce que ça veut dire si vous ne désignez pas votre mari, vous me désignez à moi. Mais moi, ce qui s'est passé quand mon mari a eu son cancer, est décédé, donc il y a un an de décédé, plutôt que de me désigner, c'est un premier accord, à désigner son frère, parce que n'avait pas le même rapport que moi avec moi, jamais j'aurais… Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? C'est le choix. Oui, mais qui peut se fonder aussi, par exemple, si c'est le médecin traitant, ou si le frère est médecin, ou s'il est infirmier. Bah voilà, donc ça aussi, ça va intervenir. Et si la relation, en plus, est, je dirais, moins envahie d'émotions. Donc, parce que moi, je sais que… Bien sûr. J'aurais jamais pris de décision. Voilà, l'affect est plus fort. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, on comprend tout à fait ce que vous nous dites. Alors, la législation a prévu, je regarde un petit peu ma montre, que c'est l'avis du patient lui-même, mais c'est très intéressant et vous pouvez à tout moment, bien sûr, m'interrompre, c'est très intéressant. L'avis du patient lui-même, je vous l'ai dit, est décisif et les directives anticipées arrivent après, c'est-à-dire qu'au fond, dans un cas, la personne est en capacité de s'exprimer, il faudrait dire de comprendre et de s'exprimer, mais enfin, de s'exprimer, et dans l'autre cas, il n'en est pas capable. Et elles sont décisionnelles, ces directives anticipées. Ça, c'est nouveau. C'est la loi de 2016, ce qui n'était pas le cas dans la loi Leonetti. Elles sont donc décisionnelles, sauf si on est en situation d'urgence, et là, on n'a pas le temps de se poser des questions. Ça m'est arrivé, des situations
Vous ne savez pas, et en plus, il faudrait en plus avoir accès au papier en question. Et deuxième situation, en tout cas le temps de comprendre, et deuxième situation, si elles apparaissent, alors là, vous voyez, là, des discussions autour de ça, si elles apparaissent inappropriées. Voilà, donc inapproprié, ça peut vouloir dire faites-moi la piqûre pour en finir, par exemple. À partir du moment où ça n'est pas légal, c'est jugé inapproprié. Mais ça peut être aussi des considérations qui ne. Voilà, je n'en ai plus en tête, mais enfin, il y a des gens qui ont publié là-dessus, ça peut être des choses qui n'ont strictement rien à voir. Bon. En tout cas, dans ces situations-là, il faudra, non pas en urgence, mais quand on décrète qu'elles sont inappropriées, il faudra en référer à la personne de confiance et réunir une collégialité à laquelle, et on verra que c'est dans d'autres cas aussi, il faudrait parler de tout en détail, mais dès qu'on prend une décision importante, en gros, il convient de réunir en principe les soignants qui s'occupent de la personne, plus l'équipe soignante, plus un médecin avec lequel on n'a pas de rapport hiérarchique. À 3 heures du matin, monsieur le rabbin, qui sait la procédure collégiale, me disait un ami juif décédé, malheureusement. Ben oui, c'est l'anesthésiste et moi, parce qu'il était chirurgien. Donc, théorie et pratique, là aussi. Alors, la personne de confiance, elle est consultative. Alors ça, c'est important parce que souvent, la famille se croit dépositaire de la santé de la personne âgée en particulier. Ça, vraiment, c'est quelque chose que nous avons vécu au quotidien. Mais non, son avis n'est que consultatif. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire quand vous avez un rapport de patientèle. Alors, c'est peut-être moins vrai maintenant qu'on mange que de plus en plus de médecins. Au fond, le rapport de force, je dirais, peut être en train de s'inverser. Mais si vous avez une clientèle, est-ce que vous allez pouvoir toujours refuser de faire vos arrêts de maladie, mais si vous vivez d'une clientèle et de refuser ceci et de refuser cela et de refuser la vie de la famille, dans la pratique, c'est plus compliqué. Voilà, aussi. Donc, l'avis qui est sollicité lorsqu'on va prendre une décision importante, c'est donc celle de la personne de confiance et de la famille et des proches. Alors, la question, c'est souvent la même, c'est est-ce que nous n'en faisons pas assez? Mais c'est trop simple même dit comme ça. Mais enfin, c'est souvent posé comme ça par le public. C'est on n'en fait pas assez ou on en fait trop. Alors, pas assez, bonjour, ça va, allez, je n'ai pas le temps, je m'avais, je n'ai pas le temps. Bon. Et puis, vous avez trop aussi. Avant, pour mourir, un curé, ça suffisait. Dominus Sanctus. Maintenant, j'ai 2 médecins, des infirmières, un psychologue, 3 aides-soignantes, un kiné, une art-thérapeute, 2 bénévoles. Pas moyen d'être tranquille. Allez, bon, c'est évidemment prendre les choses sous un angle que je veux amusant. Hein, j'espère pas cynique. Mais voilà, on se comprend. Hein. La chance, parce qu'il y a beaucoup de monde près de celui, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas autant que ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez entendu parler aussi de la limitation ou de l'arrêt des traitements actifs. Voilà une notion qui était déjà sortie dans la loi précédente. Et pour fixer les choses, ces lois sont arrivées dans un contexte où c'est ça qui a fait peur, disons, c'est-à-dire une technicisation de la fin de la vie, une médicalisation à outrance. Là aussi, on pourrait discuter de ces termes, hein, de qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle philosophie, quelles idéologies même se cachent derrière ce genre de vécu. En tout cas, d'une médecine qui se disait toute puissante et dont nous voyons, et il y a un grand trouble actuellement, bien sûr, vous le savez, qu'elle n'est pas si puissante que ça. Et donc, à défaut, si vous voulez, d'accompagner les gens correctement, on a peut-être parfois hyper médicalisé. Et voyez, un de mes amis qui s'appelle Jérôme Pellissier, qui est un psychologue, m'a confié ce dessin dans lequel on voit que c'est une main qui tient la main de la personne et une perfusion qui est là pour... j'allais dire pour faire joli peut-être, quoi, parce qu'on pourrait parler aussi des perfusions. Pardon? C'est une main artificielle. Oui, c'est une main artificielle. Oui, c'est petit, hein, c'est petit, en effet.
Alors, limitation des traitements actifs, ça veut dire traitement curatif, c'est-à-dire qui vise à guérir, hein, bon, ou de substitution, c'est-à-dire par exemple la ventilation artificielle, le rein artificiel, c'est-à-dire la substitution d'un organe au fond vital, hein, et en pratique, c'est l'alimentation artificielle. C'est ça, en pratique, hein, qui demande à pouvoir être arrêté lorsqu'on estime que ça n'est plus raisonnable. Alors, comme je vous le disais, il faut obéir à la volonté du patient ou entreprendre une procédure collégiale dans plusieurs situations. Dans les situations où les directives anticipées apparaissent inappropriées, où il y a une limitation des traitements, hein, actifs, et dans la mesure aussi où on commence une sédation, c'est-à-dire on estime qu'on n'arrive plus à soulager la personne en ciblant ses symptômes, mais qu'on est obligé de l'endormir, plus ou moins, hein, en tout cas de la sédater. Endormir, ça ne plaît pas beaucoup aux gens qui font ça, mais enfin, il faut bien reconnaître que ça aboutit souvent à endormir la personne, hein, et de manière à lui éviter des souffrances insurmontables de fin de vie. Et encore une fois, je le répète, la douleur, mais ce n'est pas souvent la plus préoccupante. C'est l'essoufflement ou l'extrême angoisse de fin de vie qui peut aboutir à des situations dans lesquelles on est obligé d'apaiser la personne parce qu'on n'a plus le choix. Alors, la loi aussi de 2016 introduit quelque chose de nouveau, qui est que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article de la loi. Alors ça, c'est très important aussi parce qu'on a souvent une forte pression des familles pour perfuser, si vous voulez, dans le cadre du grand âge, j'entends. Hein, voilà. Et ou par exemple, garder une sonde de gastrostomie. Honnêtement, moi j'avais un patient qui avait sa sonde de gastrostomie après un accident vasculaire cérébral. J'ai parlé un peu à la famille d'éventualité de s'arrêter, mais quand j'ai vu comment il réagissait, on a continué. Et il est resté comme ça 1 an, alors qu'il serait décédé beaucoup plus tôt. Donc là aussi, la théorie, vous pouvez vous arrêter. Et la pratique, attends, on va quand même pas... Et ces familles qui veulent absolument qu'on perfuse, nous on sait que ce n'est pas une bonne chose. Allez, de ça, on va faire hypocritement un peu. Alors, vous avez des puristes qui vont dire « Ah non, 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 surtout pas, on n'obéit pas aux familles, ils ne décident pas. » Oui, mais si vous avez des gens qui sont persuadés qu'on est en train de le laisser mourir de soif, même si on explique à nous qu'il ne meurt pas de soif et de faim, que c'est parce qu'il est en train de mourir que justement il n'a pas soif et que justement il n'a pas faim, et que si on s'acharne à le faire manger, il va avaler de travers, et que c'est très mauvais ça. Et on le sait ça. On le sait que l'acharnement, actuellement, il y a 3 acharnements auprès des personnes âgées. Et on disait classiquement de l'acharnement des médecins. Alors peut-être, je n'ai pas dit que ça ne peut pas exister, mais la réalité, c'est quoi? C'est d'abord l'acharnement alimentaire. Maman elle va mourir de faim, donc je veux la faire manger, donc elle va avaler de travers, donc elle va faire des pneumopathies, déglutition, etc. Ensuite, c'est l'acharnement psychologique. Maman, mais tu ne te souviens pas de ça quand même, c'est pas normal. Allez, souviens-toi de ça. Une pression sans arrêt. Et puis l'acharnement rééducationnel, c'est-à-dire, allez, il faut bouger là maintenant. Alors, jusqu'à la fin de la vie, debout, tous les jours, 20 minutes. Il y a des gens qui recommandent. Attendez, mais de quoi vous me parlez là? Mais vous les avez vus, ces gens, vous les avez côtoyés, vous savez ce que ça veut dire, le fauteuil. Mais moi, je vais faire une nouvelle religion. Au lieu d'une croix, je vais mettre un fauteuil sur lequel on va attacher les gens en plus, parce que vous les attachez pour qu'ils ne glissent pas, parce qu'ils sont tellement mal qu'ils veulent s'en sortir, donc vous les empêchez de s'en sortir. C'est ça, ça, nous sommes au centre, là, vraiment, des problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait faire, autant dire, pour se désangoisser, et des pressions sur les personnels pour qu'ils fassent, alors qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir foutre la paix. De temps en temps, quand on réfléchit, il faut agir ou ne pas agir. Et c'est plus facile d'agir parce que agir, c'est faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être impuissant? Ah, mais, moi, je pense être dans le... Si vous voulez, si je suis aussi motivé actuellement, 11 ans après avoir pris ma retraite, c'est parce que j'ai pris en 18 ans et demi jusqu'à la fin de mes jours de motivation
pour expliquer ces choses-là. Et ce n'est pas en 11 ans que les choses ont changé. Je peux vous dire que les témoignages que j'ai, ça continue. Ça s'améliore à certains endroits avec des équipes mobiles, en particulier soins palliatifs, mais ce n'est pas fini. Alors, on va passer peut-être un petit peu plus vite. Endormir les gens, il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment. Il faut le faire que si c'est nécessaire. On pourra en parler, si vous voulez, dans le détail de ça, bien entendu. Alors, quelques mots malgré tout de l'assistance au suicide, c'est le fait de fournir à une personne les moyens, je vais diminuer, les moyens de mettre fin à ses jours elle-même. Ça, c'est important, ça, parce qu'il y a une autre définition, si c'est l'euthanasie, situation où un tiers met intentionnellement fin à la vie d'une personne malade, rajoute Jean-Marie Gomas, à sa demande, ça, vous posez la question, vous dites, alors, qu'est-ce que c'est l'euthanasie? Je ne sais pas, moi, peut-être une personne sur deux oublie à sa demande. Mais attendez, si ce n'est pas à sa demande, c'est quoi ça? Non, mais comment ça s'appelle, ça? Oui, mais quand c'est prémédité, ça s'appelle un assassinat. Bon, d'accord, non, mais voilà, comme ça, on se comprend. On se comprend, voilà. Et sachant qu'on a quand même les moyens actuellement de soulager les gens. Alors attention, je ne fais pas de généralité dans ce que. Si vous venez me parler de sclérose latérale amyotrophique, de situations très particulières et tout ça, des Vincent Lambert, Vincent Humbert, des choses dans le coin, il faudrait connaître les dossiers. Ce que disait Jean-Marie Gomas l'autre jour, je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi, comment, etc. Et légiférer là-dessus n'importe comment, attention, dans des temps où bon, il faudrait quand même quelques économies, les accès aux soins déjà un peu difficiles, etc. Peut se poser des questions. Mais vous n'êtes pas obligé ici d'être d'accord avec moi et nous pouvons en parler si vous le souhaitez. Alors, la différence entre sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, eh bien, c'est dans un cas, il n'y a pas l'intention d'en finir avec la vie de la personne. Dans l'autre cas, c'est le cas. On a décidé qu'on en finit. Et donc, vous verrez les détails. Mais en tout cas, il y a des définitions extrêmement précises qui doivent, bien entendu, guider un petit peu le débat actuel, dans la mesure où parfois il est un peu confus, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure. Est-ce que ça, par exemple, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une euthanasie? Moi, j'aurais envie de dire que non, parce que le monsieur, là, il n'a pas l'air d'être très emballé par ce qui est en train de se passer. Peut-être que oui, mais enfin, bon, c'est facile, hein? Et là, si vous souffrez trop, vous tirez sur le cordon. C'est quoi ça? C'est un suicide assisté, ça ou... Non, pour plusieurs raisons. Non, pour plusieurs raisons. Vous réfléchirez bien. Attendez, il bouge encore, il y a encore une trace de vie. Le pauvre hôpital, là, vous voyez, qui est bien malade, et on veut lui couper ses subventions. C'est quoi ça? C'est une euthanasie, ça? Il a demandé à en finir, lui? Et lui, par M. Charbonnier, assassiné le 7 janvier 2015. L'allongement de la durée de la vie, écoutez, ça suffit, sauvons les retraites, on coupe l'alimentation artificielle. C'est quoi ça? C'est une limitation ou un arrêt de traitement actif? C'est une euthanasie? C'est du suicide assisté? Moi, je ne vous donne pas la réponse, je vous laisse réfléchir. Pas plus. Et puis, il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il me semble qu'il a vu les choses. Alors, écoutez, vraiment, de l'immense majorité des cas. Je ne dis pas, bien sûr, nous ne sommes pas dans des domaines mathématiques à 100%. Ce monsieur, il s'appelait Jean de La Fontaine.
Il a vécu au XVIIe siècle et il nous a écrit 3 jolies fables que je vous conseille de lire. Il vous suffit de taper sur Internet La Fontaine et la mort. Donc, vous avez 3 fables qui traitent de la mort. Il y a la mort et le malheureux. Qu'on me rende impotent, cul de jatte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive. C'est assez, je suis plus que content. La mort et le bûcheron. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Nous n'échappons pas à cette logique-là. C'est ça que je veux vous dire. La mort et le mourant, c'est celui qui a 100 ans et la mort le visite et lui dit, mais tu sais que je devais venir depuis ta naissance, tu le sais. Non, 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 tu ne peux pas attendre maintenant. Il faut lire La Fontaine, parce que c'est facile à lire, parce que c'est très agréable, et parce qu'il me semble que pour moi, c'est celui qui a mis le plein dans le mille, là, il y a 400 ans. Hein. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui ont écrit sur la dignité, puisque vous savez que c'est la mode et que cette loi aussi se réclame de la dignité. Alors, la dignité, il y a des gens qui disent c'est un mot un peu bizarre. Alors, lisons ce qu'a dit un philosophe très connu dans notre milieu, qui s'appelle Éric Fiat. Et il dit, un philosophe vivant, hein, français, ce qu'il faut retenir de la dignité, ce sera tout ce qui gît en soi et dont la révélation, la manifestation serait inconvenante, ne serait pas convenable, serait sujet de honte et de gêne. Et ce, tant dans le registre physique que dans le registre moral. Aussi faudra-t-il contenir tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'homme, et donc les éructations, les flatulences, les urines, les excréments, tout ce qui sort du corps, en bref. L'incontinence au sens que les médecins donnent à ce mot apparaîtra comme l'indignité même. Ça, c'est très intéressant parce que ça me semble coller aussi, comme La Fontaine, à la réalité qu'on a vécue. C'est-à-dire à partir du moment où sortent des choses du corps, que vous crachiez, que vous mouchiez, que vous éjaculiez, que vous ayez des pertes vaginales, des règles, etc., tout ça, ça peut être signe d'une certaine manière d'un laisser-aller, d'un abandon, de l'indignité. Les urines, celui qui pisse partout, etc. Comprendre ça, bien sentir ça, c'est comprendre ce qui nous rebute à nous approcher des gens qui sentent mauvais, par exemple parce qu'ils ont fait sur eux. Et ce d'autant qu'on les laisse malheureusement souvent dans leur change unique, hein, dans leur palliatif. Hein. On appelle ça aussi des palliatifs. En pratique, et on va s'avancer vers la discussion, bien sûr, hein, en pratique, du point de vue de la loi, d'abord, la loi est peu connue. Elle traduit l'esprit du législateur, c'est-à-dire le législateur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et il veut avoir le pouvoir, ce législateur, jusqu'au bout de sa vie. Je ne dis pas que le législateur n'est pas représentatif du peuple français d'une certaine manière encore. Ça aussi, c'est un débat. Hein. Mais enfin, bon, admettons, hein, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire des lois qui font que, pas qu'on fasse de moi n'importe quoi, moi qui ai le pouvoir, je n'ai pas trop envie de le céder. Bien sentir ça aussi, hein, ça me paraît important. La complexité des problèmes, parce que là, nous avons effleuré, on est d'accord, comment vraiment envisager la complexité de toutes ces situations. Enfin, c'est hallucinant. Et puis, chacun d'entre vous, en m'écoutant ce soir, a pensé aux personnes de sa famille qui sont décédées. Madame l'a bien montré. Et ceux qui ne se sont pas exprimés aussi, ça nous renvoie à quelque chose de pénible qui émotionnellement est très puissant, et cette puissance empêche souvent de réfléchir et d'envisager bien d'autres situations complexes auxquelles nous serons confrontés quand même. Et c'est la raison pour laquelle je suis favorable au développement des soins palliatifs, contrairement à ceux qui disaient que, au fond, c'est l'affaire de tout le monde, que tout le monde sait faire. Non, il faut avoir l'habitude de ces situations-là. Je suis persuadé que oui.
Et si vous divisez le nombre de décès en France, 600 000, par le nombre de médecins généralistes, vous verrez qu'il faut du temps pour avoir de l'expérience. Donc, ne les condamnons pas trop au nom du fait qu'il faut avoir de l'expérience. C'est quelque chose de particulier, ça, l'accompagnement de la fin de la vie. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Les soignants, non, moi jamais. Moi, j'ai fait ça pour faire la maternité, la réanimation, enfin, voilà, tout ce qui brille. Hein. Mais alors, aller accompagner, comment 90 ans, oui, d'accord, bon, enfin, bon, voilà. En gériatrie, est-ce qu'on se bat pour aller travailler en gériatrie? Oui, ça commence, je l'ai vu, mais je peux vous dire que quand je suis arrivé là-dedans il y a 30 ans, la réputation, c'était qu'on ne se battait pas pour y aller, et que voire même c'était une punition. Bon, alors tout ça pour vous dire que nous avons fait un grand discours sur les directives anticipées, sur la personne de confiance. 1,5%, peut-être 5% des Français, on n'est pas sûr, peut-être 3%. Bon, et encore, est-ce que c'est des gens qui sont en situation qu'on a plus ou moins poussé à l'hôpital ou la population tout entière? À la marge. Un flop, on pourrait dire comme ça, pour l'instant. Hein? Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais ici, ça reste un flop. Quant à la personne de confiance, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas, sinon qu'on vous le présente des fois comme obligatoire à l'entrée à l'établissement. Non, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est un droit. Un droit pour la personne de confiance, un droit pour les directives anticipées, pas une obligation. Vous pouvez dire non, je ne désigne pas de personne de confiance. Non, je n'écris pas de directive anticipée. Mais vous trouverez des bons esprits pour vous dire « Ah, mais si, quand même, enfin, allez-y. » Mais pourquoi ça? Ça arrange quelqu'un, ça? C'est donc le rôle aussi, on va le voir, le rôle de la personne soignée, un moindre rôle attribué à la décision médicale, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, et la remise en cause du rôle de la famille, je vous en ai parlé par la représentation. Vu de la personne soignée, cette espèce de refus qui fait que ça n'est pas suffisamment... Les gens ne s'en emparent pas, comme on dit, un peu comme si on leur faisait un cadeau, puis alors comment vous vous en emparez pas? Et oui, non, mais on ne veut pas s'en emparer, bon, pour beaucoup. D'accord. Le déni de la mort, d'abord, tout simplement. Attendez, moi, je vais y penser un peu plus tard. Hein. Bon, ça, bon. Parlons de choses plus rigolotes. Là, toujours, toi, en famille, là, tu nous parles de choses, écoute, vraiment... tu nous gâches le moral, là. Bon, ça va pas, tu vas pas parler de ça. La confiance implicite dans la médecine, mais oui, mais bien sûr qu'il y a une confiance implicite dans la médecine. Ah, moi, je suis plus conscient, eh bien, les médecins, ils savent ce qu'il faut faire. D'ailleurs, honnêtement, c'est ce que je pense, attendez, c'est ce que j'espère, hein, que le jour où je serai inconscient, il soit capable de repérer, parce que l'inconscience n'est pas suppression de la douleur ou de l'essoufflement, hein, à moins que l'inconscience soit très, très avancée. Sinon, oui, non, mais attends, qu'ils ont l'habitude, ils sachent voir. Ça, oui, pour ma famille aussi, bien entendu, hein, qui se posent des questions, qui n'hésitent pas même à injecter un peu s'il faut, parce qu'ils sont dans le doute. Je vous ai parlé de la culture du testament, et pas de celle de la fin de la vie. Pour les soignants, économie du temps du fait du nombre des interlocuteurs. Ben oui, tiens, il y a des directives anticipées, il y a la personne de confiance, tac, tac, bon, ça va, on sait ce qu'il faut faire. Tous ne pensent pas comme ça, hein. Et même, il y a ceux qui diront à 3 heures du matin, moi, je vous appelle. Hein. Si vous me dites ce qu'il faut faire, hein, moi, je vais vous dire, voilà. Hein. Je vous appelle et vous me direz, la personne de confiance, ce que je dois faire. C'est des craintes médico-légales aussi, c'est-à-dire au moins on peut se retrancher derrière des volontés de la personne. Parce que ce que vous m'enlevez de pouvoir, vous m'enlevez de responsabilité, vous comprenez? À moi, le médecin. Je ne sais pas si vous me suivez. Eh bien oui, voilà, vous m'enlevez, donc tout va bien. Et puis il y a des attitudes, des disparités, parce que tout le monde n'a pas exactement la même opinion par rapport à ça. Voilà, alors, il y a de nombreuses questions qui se posent et vous voyez, j'ai réussi à tenir, je pense, dans mon temps imparti,